il vient plus que, en fait, c'est les adaptations, tout ce qui est traduction et adaptation, donc le travail des auteurs. C'est pas de leur faute, mais il y a tous les nouveaux auteurs qui passent par là, en fait. Ah oui, ils se font les dents, quoi. Ils n'ont pas l'habitude d'écrire pour le doublage. Et là, par contre, ça doit aller très vite pour eux aussi. Donc, c'est un gros challenge. Et tous n'y arrivent pas forcément. Et c'est pourquoi on se retrouve parfois avec des textes peu... déjà que les textes originaux sont parfois tirés par les cheveux, mais bon. Donc, il faut qu'on s'adapte à ça. C'est un gros challenge de travailler pour eux. C'est pas si facile qu'on le croit. Donc, du coup, toi, au doublage, quand tu vois des bourdes, c'est toi qui les corriges, quoi. Bah, si on a le temps, oui. Ouais. Si on a le temps, mais c'est pas forcément. Et puis c'est un métier aussi, ce qui n'est pas forcément le nôtre. Bah oui. Parce qu'il y a des histoires de synchronisme. Et même si on peut jongler, tricher un petit peu, il y a aussi des façons de parler. On peut pas s'arrêter tous les 10 minutes et dire bon bah on fait un travail de savoir qu'est-ce qu'on va dire mieux, changer la phrase, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Donc parfois ça arrive de repartir en ayant un peu l'impression de ne pas avoir fait le maximum pour le produit. Mais bon, quand c'est des produits qui sont un peu de soap, ce genre de choses, c'est moins frustrant, on va dire. Oui, oui. On sait que les gens ne s'attendent pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, heureusement. Bon, tu n'ignores pas que à la grande époque du Club Dorothée, dans les années 90, il y avait pas mal de doublages qui étaient vite faits. Oui. Donc justement, il y avait plein de boulettes comme tu me suggères là, des auteurs et compagnie. Et puis c'est clair qu'ils prenaient pas le temps de corriger, alors que des fois c'était pas bien méchant, c'était facile à faire. Mais bon. Et parfois ils étaient peut-être même pas au courant. Quand on ne sait pas sur quoi on travaille, quand on comprend pas ce qu'on fait, il faut savoir qu'en tant que comédien, parfois on n'enregistre pas non plus dans l'ordre. Oui, c'est je sais, oui. Il nous manque des éléments, donc si on a... Bon, ça peut être aussi un travail personnel, si on a envie, si on est motivé, si on s'intéresse à ce qu'on fait, mais parfois on peut pas savoir, quoi. Enfin bon, il y a des erreurs, je veux dire, c'est même quand il connaît pas, c'est juste de la logique, quoi, je veux dire. Ah oui, mais bon, moi la première, on n'est pas tous très logiques, hein, surtout en tant qu'artiste. Tu vois, par exemple, j'ai un exemple concret dans Les Chevaliers du Zodiaque, tu vois, à un moment, il y a un personnage qui dit cette fois-ci, la victime ne pourra pas m'échapper, alors qu'en fait, c'était la victoire qu'il voulait dire. Ah oui. Tu vois, alors victime au lieu de victoire, on ne comprend pas. Non, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des chaînes, des clients qui sont un petit peu plus présents et qui font un petit peu plus attention parce qu'ils se sont rendus compte que les gens n'étaient pas trop contents quand il y avait ce genre de boulettes qui passaient. Oui. Donc il y a vraiment un travail de relecture en fait, enfin de revisionnage. Une fois que le travail a été terminé, les clients regardent et s'il y a des corrections à faire, ils les demandent. Donc parfois on m'appelle en me disant est-ce que tu peux revenir cet après-midi pour enregistrer une phrase? Ah oui, juste ça. Bah oui, mais je préfère ça que laisser passer un truc qui a ni queue ni tête, quoi. Oui, mais c'est clair. C'est tout à ton honneur de te déplacer pour une phrase en même temps. Bah, je suis obligée, hein. Donc voilà. Et justement... Professionnel. Voilà. Et alors les doublages manga que t'as fait, Abenobashi, Marnie, Seven, Astexil, Gurren Lagann, tout ça, comment ça se passait? Est-ce que tu les as à quel rythme? C'est tout pareil ou ça dépend de la série? Bah, le problème du manga de manière générale, et c'est ce que je déplore un petit peu et j'espère que ça va vraiment s'améliorer, c'est qu'il y a très très peu de budget. Ouais. Il y a très très peu de budget parce que, je sais pas, c'est un peu passé inaperçu cette mode et pourtant il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a une grande clientèle, il y a des fans, donc techniquement des gens qui sont quand même capables de dépenser des fortunes pour acheter les trucs et c'est passé un petit peu à la trappe. Du coup il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits, enregistrés en 2 temps 3 mouvements parce que il n'y avait pas de sous. Ouais. Quand il n'y a pas de sous, on peut pas faire grand chose, on est obligé d'aller vite. Et il y a certains projets sur lesquels j'ai participé où c'était un peu comme ça, notamment sur le rôle de Lavi que j'avais dans... L'Astexil. Voilà, merci beaucoup. J'ai un léger trou de mémoire, heureusement que tu es au taquet. Dans L'Astexil, c'était un peu rapide. Donc moi ça m'a fait beaucoup de peine et j'ai essayé de faire mon maximum pour que le travail soit quand même bien rendu parce que je trouvais que
le dessin animé en lui-même, le manga était très beau. Et j'avais envie que les voix soient quand même aussi belles. Mais c'était pas forcément évident. Par contre, par exemple, sur Abenobashi, on était dans les mêmes conditions, on n'avait pas de temps. Mais là, il y avait un directeur artistique qui, ça lui tenait beaucoup à cœur qu'on fasse quand même du bon travail. Et le problème d'Abenobashi, c'est que ça va tellement à 100 à l'heure. Il y a tellement de nuances, de références différentes. Tout est mélangé. Il faut être super attentif. On ne pouvait pas se permettre de ne pas regarder la boucle, de le faire en une seule fois, de le faire trop rapidement. Donc, on terminait des journées à 22h. On parlait toute la journée, on criait toute la journée, on était épuisés. Mais on avait fait le maximum pour que ça colle. Et je crois que le résultat, sans me vanter moi, hein, c'est vraiment la personne, le directeur artistique qui a fait ce boulot-là, qui a veillé à ce que ce soit correct. Et je crois que ça se ressent quand on écoute en français. Bah, tu sais, le gros problème du budget, c'est surtout que ces mangas-là n'ont pas d'acheteurs pour les chaînes. C'est des DVD seulement. Donc, du coup, l'éditeur DVD, il n'est pas riche comme Crésus. Donc, quand il n'y a pas une chaîne pour financer derrière... Tout à fait, c'est un peu le souci. Mais je suis sûre que les chaînes de télé vont se rattraper. Et peut-être qu'il y aura des redoublages. Ah bah c'est arrivé sur certaines séries, ça qui est des redoublage, ouais. Voilà, parce que c'est tellement pourri que pour le passer, il faut le refaire. Et justement, donc, dans tous les mangas que tu as doublés, est-ce qu'il y en a que tu as particulièrement bien aimé? J'ai vraiment aimé Abenobashi. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Parce que j'avais un personnage qui était un peu différent de ce que je fais d'habitude, ce que je faisais d'habitude, en tout cas à l'époque. J'avais souvent des personnages de petites femmes fragiles, de petites filles, un peu précieuses. Et Harumi dans Abenobashi, c'est pas du tout ça. Ah non. C'est une guerrière, elle est tarée. Et donc j'ai vraiment pu aller chercher ces intonations-là, ces humeurs-là, ce qui m'a beaucoup plu, ça m'a fait du bien. Et puis il y avait cette série, quoi. C'était même pas mon travail que j'aimais dessus, c'était vraiment la série en elle-même. Ouais. Puis plus récemment, j'ai beaucoup aimé des mêmes personnes, des mêmes studios, Gurren Lagann. Parce que j'ai aussi un personnage intéressant dessus, et la série en elle-même est super intéressante aussi. Il y a vraiment une histoire géniale et une évolution, et ça je trouve que c'est ce qui fait la particularité de la série, c'est que les personnages grandissent dedans, ce qui n'est pas tellement fréquent dans le milieu de manga. Plus que dans les cartoons américains déjà. Oui. Sinon, qu'est-ce que... Attends, que je perds pas... Ah oui, alors sur Wakfu. Oui. Parce que là c'est un petit peu particulier, parce que là du coup, t'as dû inventer carrément les voix là-dessus. Ouais, c'est super. Alors raconte-moi un petit peu l'histoire de Wakfu, tout ce qui s'est passé, comment t'as été recruté, tout ça. Alors, j'ai été appelée par un homme qui s'appelle Thomas Guitard. Ah oui, bah je connais, oui. Pour parler de lui 2 petites secondes, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il a commencé dans le métier d'une manière tout à fait différente. C'était un grand fan de manga, il trouvait que les mangas avaient des voix pourries. Il a monté une association et il a redoublé des trucs avec son matos, avec ses potes, avec 3 bouts de ficelle. Et en fait, au fur et à mesure, il a monté sa propre boîte. Et puis bon, là maintenant, il bosse pour les studios Ankama et pour d'autres trucs aussi. Donc il a vraiment réussi à faire ce qu'il voulait faire, quoi. Ouais. Et lui, il a cette démarche. La première fois qu'il m'a appelé, c'était pour Mar. Il m'a appelé en me disant voilà, on se connaît pas, je suis tout nouveau dans le métier. Il se sentait pas super crédible parce que voilà, il avait pas forcément tous les contacts, etc. Et il m'a expliqué sa démarche et moi j'ai dit oui tout de suite parce que je trouvais ça génial de quelqu'un qui dit bah oui, moi je veux prendre le temps de faire du bon boulot. Ouais, ça me bottait à 100%. Et puis il a commencé à travailler donc avec Ankama. Il y a eu cette rencontre avec Todd qui est le patron. Qui est le réalisateur aussi principal de Wakfu, et qui avait cette même démarche de recherche de qualité. Et donc j'ai passé des essais, comme tout le monde. J'ai été choisie pour le rôle de Amalia, qui est une petite princesse complètement peste et insupportable. Et là, j'avais déjà fait de la création française, mais
il y a un univers qui est complètement, c'est un peu déjanté, les réalisateurs quand ils viennent